Bonsoir à tous. Vous suivez Dialogue citoyen sur la télévision de Burkina. Ce 4e numéro reçoit le ministre Niouga Ambroise Ouedraogo de l'eau et de l'assainissement. Sachez que Dialogue citoyen s'organise dans le cadre de Présimètre, le suivi citoyen du programme du président Roch-Marc Christian Kaboré par les organisations de la société civile. À l'origine, vous avez la CODEL, vous avez Diaconia, vous avez WaterAid en partenariat avec la RTB. Les politiques et l'accès à l'eau et l'assainissement seront au menu de cette émission. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur. Bienvenue donc sur ce plateau. Et pendant 1h25 minutes, Paul Miki-Rwamba et moi allons donc conduire cette émission. Bonsoir, Paul Miki-Rwamba. Oui, bonsoir, Simon Gongo. Bonsoir, monsieur le ministre. Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à cette émission Dialogue citoyen. Une précision de taille pour commencer. Sachez que cette émission n'est ni un entretien, ni une interview. Elle s'appelle Dialogue citoyen et comme son nom l'indique, il vous revient en tant que citoyen de poser directement vos questions à monsieur le ministre qui va apporter donc des réponses. Et nous, en tant que journalistes, nous allons assurer la modération de cette émission. Vous avez donc deux possibilités pour participer à cette émission. Vous pouvez d'abord appeler et dès maintenant le numéro 25 31 83 53 ou alors poster vos questions sur la plateforme www.presimetre.bf. Simon Gongo. Voilà, Paul Miki-Rwamba, il faut dire que nous avons un public ici qui va aussi intervenir et poser des questions à monsieur le ministre. Mais tout d'abord, place à l'entretien préalable, donc à la discussion avec les téléspectateurs. Nous avons quelques 15 minutes justement pour vous poser aussi quelques questions. Monsieur le ministre, le 31 mars dernier, nous vous avons reçu sur ce plateau. D'abord le 30 mars où vous êtes passé annoncer un vaste programme. Le programme donc qui était censé apporter environ 1153 forages neufs au Burkinabé. Alors, on a essayé de suivre un peu. Il y a eu quelques tâtonnements avant de prendre, puisque 3 mois plus tard, lorsque nous avions essayé de vérifier, on s'est rendu compte que dans certaines régions comme le sud-ouest ou les Cascades, la chose n'avait pas aussi pris comme on le pensait. Alors, monsieur le ministre, à part aujourd'hui les latrines familiales, le reste du programme semble avancer au pas des caméléons. Qu'est-ce qui se passe exactement? Okay. Merci. Et avant donc de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de vous remercier, de remercier effectivement les initiateurs de l'émission, parce que je pense que c'est une approche et une idée nouvelle dans un nouvel espace. Parce que déjà la notion de présimètre, il a fallu d'abord qu'on l'assimile. Deuxièmement, remercier l'échantillon du public qui est là et nous réjouir aussi de pouvoir effectivement prester. Parce que c'est quand même important quand on mène une activité, quoi qu'on dise, de service public, qui plus est l'eau. L'eau est dans tous les recoins de ce pays, avec toutes les sortes de populations. D'entendre ce qu'ils pensent, en bien ou en mal, ça aide toujours. Nous ne sommes qu'à notre première année pratiquement de la mise en œuvre du programme du président. C'est bon pour la suite. Donc, encore une fois, merci aux initiateurs de l'émission, à Diaconia, à WaterAid, à la CODEL et à vous-même. Alors, pour répondre tout de suite à votre question, effectivement, au début, nous avons connu quelques difficultés de démarrage. Mais je crois que c'est inhérent aussi à toute activité plus ou moins nouvelle. Et on n'a pas caché nos difficultés. Il y avait déjà au moins 2 ordres de difficultés. Il fallait tout de suite réunir un fonds. Les fonds, il y a le budget de l'État, il y a les partenaires, mais il faut déjà mettre tout ça ensemble et démarrer. Deuxièmement, il y a la procédure de passation des marchés. Moyennement, dans notre pays, on passe 145 à 160 jours pour passer un marché. Alors, donc vous devinez que 3 mois après, on est à 90 jours. Donc ça, a été effectif. Il y a quand même eu cette dérogation de l'Assemblée qui vous permettait d'exécuter plus facilement les marchés de l'État. Tout à fait, mais cette décision a été très salutaire, même si ça après vraiment qu'on est un peu peiné. Mais c'est vraiment bon à prendre et ça nous a beaucoup aidé. Et si on va en arriver peut-être, quand on regarde le rythme d'exécution de notre programme, il est parti tout doucement
Et puis après, la courbe s'est accélérée. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, on peut effectivement se réjouir que dans l'ensemble, pour les composantes qui bénéficient d'un financement, c'est bien avancé. Alors, Monsieur le ministre, il est clairement écrit dans le programme présidentiel de Roch Marc Christian Kaboré. Il était prévu donc 0 corvée d'eau d'ici à 2020, c'est ce qui est écrit dans le programme, et puis 100% d'eau potable en milieu urbain ainsi qu'en milieu rural. Et puis bon, tous ces projets semblent avoir pris un retard dans sa mise en œuvre. Il y a des régions évidemment qui n'ont pas encore commencé. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'on peut en faire un bilan aujourd'hui? Oui, on peut faire un bilan. Bon, je nuance. Toutes les régions aujourd'hui ont bénéficié de forages, d'AEPS et de latrines à des niveaux différents. À des niveaux différents parce que la programmation n'est pas non plus la même. Il y a des régions qui en ont 200, 300 forages à réaliser. Il y a des régions aussi qui en ont à peine une dizaine parce que le taux d'accès, la couverture de l'accès à l'eau potable n'est pas la même dans toutes les régions. En fait, notre programmation tient compte de ça. Maintenant, la notion de corvée zéro d'eau, puisque vous êtes venu tout de suite dessus, je vais quand même préciser. La notion de zéro corvée d'eau n'est pas la même chose que la notion de l'accès à 100% des populations à l'eau potable. Il est inscrit dans le programme, l'accès à 100% en milieu urbain et milieu rural. Oui, il y a une nuance. Oui, il y a une nuance. D'abord, je reviens sur la notion de corvée, zéro corvée d'eau. Zéro corvée d'eau, parce que dans notre pays, malheureusement, il y a environ 232 villages sans forage. Et ce n'est pas normal quand on sait qu'aujourd'hui, on a réalisé plus de 63 000 forages depuis qu'on a commencé à faire des forages. Bon, mais c'est des gros chiffres. Il y en a qui sont en panne, il y en a qui sont en fonctionnement. Mais la notion du président déjà, je reste sur la notion de zéro corvée d'eau, veut dire déjà que d'ici cette échéance-là, il faudrait que chaque village puisse avoir accès à l'eau potable, soit par un forage implanté dans le village, soit par une alimentation à travers un autre village. Deuxièmement, réduire la distance d'accès à l'eau et les temps d'attente, notamment des femmes, des filles et tous ceux qui prélèvent l'eau pour la boisson surtout. Voilà un peu, c'est une question d'équité, une question de tendance à l'égalité d'accès à l'eau. C'est ça la notion. Mais ce n'est pas une couverture à 100%. La couverture à 100% est réduite dans les ODD. Et les ODD, le Burkina s'est engagé à l'issue de 2030, effectivement, à assurer un accès totalitaire des populations à l'eau potable. Voilà la petite nuance qu'il y a dedans. Alors vous, en tant que ministre, vous êtes chargé justement de la mise en œuvre de cette politique gouvernementale qui est contenue dans le programme présidentiel. Est-ce qu'au regard du rythme auquel vous évoluez, vous avez foi que l'objectif sera atteint d'ici 2020? Moi, j'y crois et j'y crois fermement. Et pour deux raisons. Aujourd'hui, nous sommes en train de boucler 2016, qui a été une année, quoi qu'on dise, relativement difficile. D'abord, l'espace, quoi qu'on dise, était nouveau. Les acteurs sont nouveaux, y compris moi-même. Hein? Je ne suis pas ancien au gouvernement. Et malgré ces difficultés, et avec vraiment la prédisposition des acteurs, ça il faut le dire. Qui sont ces acteurs? Ben, moi je suis un membre du gouvernement, mais le gouvernement c'est une entité. Il y a eu beaucoup de compréhension de la part du gouvernement tout entier, même si je suis un membre. Il y a eu une compréhension de la part de nos partenaires techniques et financiers. Il y a eu aussi un accompagnement des populations, parce que vous savez, ils sont importants, et particulièrement des ONG. Les ONG et la société civile, dans le secteur de l'eau potable, ils interviennent pour plus de 60%. Ça nous a permis aujourd'hui d'être en moyenne, je dis bien en moyenne, à 76% d'exécution globale de la composante eau et assainissement. Et nous pensons, d'après nos simulations, le 31 décembre, on sera entre 90 et 95%. Je ne sais pas ce que ça vaut comme note sur 20, mais voilà un peu nos projections. Il faut dire que dans beaucoup d'endroits, notamment en milieu rural, en milieu urbain, pardon, la situation
aussi très souvent en moins même de 50% de réalisation dans beaucoup de localités. Mais alors, Monsieur le ministre, ce qu'on doit ajouter, c'est que après 100 jours du président Kaboré, il y a eu un sondage qui a été réalisé sur l'ensemble des promesses, et notamment en matière d'accès à l'eau potable et l'assainissement. On s'est retrouvé avec 55% des personnes qui ont été sondées qui ne faisaient pas confiance justement à cette projection du président du Faso. Autant dire aujourd'hui qu'avec ce ralentissement dans l'exécution, on est en passe de leur donner raison. Quelque part, je leur donne raison. Et ça rejoint ce que j'ai dit au début de mon intervention. Après 100 jours, on n'avait même pas attribué 10% des marchés. Donc, c'est légitime. Ils ne voyaient même pas nos ateliers sur le terrain. Et je vous assure, ceux qui ont suivi un peu quelques-unes de nos sorties, c'est pratiquement en juin, juillet, que les premiers ateliers de forage ont commencé à sortir, se sont embourbés, et c'est pour cela que j'ai parlé de la compréhension des acteurs, parce que nous, on a dit, quelque part, il faut montrer que réellement, les marchés sont attribués et le programme va démarrer. Mais aujourd'hui, je pense que nous avons véritablement évolué. Alors, Monsieur le ministre, on va s'intéresser à la ville de Ouagadougou, la capitale du Burkina en particulier. Vous aviez un programme d'urgence pour la ville de Ouagadougou pour soulager les populations et répondre à leurs besoins en consommation d'eau. Apparemment, les choses ne bougent pas beaucoup puisqu'il y a encore des difficultés, notamment dans le traitement de l'eau. Il y a également des coupures récurrentes d'eau au Burkina. Alors, comment est-ce que cela peut s'expliquer aujourd'hui? Ok, merci. Vous savez, la ville de Ouagadougou est atypique. Et si nous gagnons le combat à Ouagadougou, on est presque sûr de le gagner partout ailleurs. Effectivement, la ville de Ouagadougou connaît toujours des difficultés parce que nous sommes toujours dans les mesures d'urgence qui ont été prises en mars 2016 pour l'approvisionnement en eau de la ville de Ouagadougou. En fait, ce qui a baissé un peu, je dirais, la pression de la demande en eau de Ouagadougou, en fait, c'est le climat, il faut le dire, ça a aidé beaucoup, parce qu'à un moment donné, il pleuvait, et quand il pleut, quoi qu'on dise, il y a plus d'eau disponible, il y a moins de demande en eau. Puis, on est aussi dans la période froide actuellement, quoi qu'on dise. Tout ça, ça a contribué à baisser. Sinon, nous n'avons pas eu de nouvelles mesures fortes pour l'alimentation en eau de la ville de Ouagadougou. Et je vous le dis, en temps normal, le déficit structurel de la production d'eau, parce que c'est un problème de production pour la ville de Ouagadougou, est d'environ 48 000 mètres cubes. Durant la pointe, ça peut monter jusqu'à 70 000 mètres cubes. Et quelles sont les mesures palliatives que nous avons prises? Vous avez suivi, on a exécuté quelques forages, on a fait des injections dans le réseau, on a mis en œuvre la distribution alternée. Avant de vous permettre de poursuivre, la question qu'on se posait à l'époque, c'est qu'on sait que la capacité de traitement est limitée. Et lorsqu'on fait des forages et qu'on injecte directement dans le réseau, est-ce que c'est de l'eau potable qu'on boit finalement? Oui, merci, M. Congo. Non. En fait, c'est une expression simplifiée. Sinon, voilà la procédure. Dès que le forage est fait, l'eau du forage est prélevée et envoyée en laboratoire. Je saute les détails. C'est à l'issue de la confirmation du laboratoire de la potabilité de l'eau qu'on s'engage à l'utiliser. Et c'est à ce moment que l'eau est injectée dans le réseau de l'ONIA, mais il passe toujours par un système de contrôle de sa qualité. Ça, c'est comme ça. Il va falloir que vous venez avec nous visiter. Vous allez voir que ces forages-là passent par un système, une maisonnette. En fait, c'est un système de contrôle. Et on peut des fois injecter un produit pour un peu corriger. Mais si on se rend compte que l'eau n'est pas potable, on laisse tomber le forage. Donc ça, il n'y a pas de souci. L'eau est toujours potable. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que dans vos projections, il y a une date que l'on peut indiquer, à partir de laquelle on peut dire que tous les problèmes d'eau sont réglés, notamment pour la ville de Ouagadougou, parce que plusieurs années durant, on en parle, les mêmes problèmes reviennent chaque année. Finalement, les gens se demandent, est-ce qu'un jour, on va sortir de là?
Et pour compléter la question de Paul Mikirwamba, on nous annonce mars 2017 pour la fin du calvaire avec notamment Ziga 2. Oui, j'ai failli le dire à Paul Mikirwamba parce qu'il connaît la date. Hein, il peut répéter la date. Non, non. Il y a eu d'autres dates avant. Hein. Ah, bien sûr. Oui, on n'a pas beaucoup de temps, bien que ça soit passionnant. C'est vrai. C'est vrai que dans la planification initiale, il était prévu que l'eau arrive à Ouagadougou le 30 juin 2017. Mais nous avons fait des arrangements ou des pressions, c'est comme on le veut. Et nous avons pu avoir une entente avec les entrepreneurs, parce que c'est un problème de travaux publics, notamment la construction de la station de traitement et la pose des canalisations pour que l'eau arrive à Ouagadougou. Et au jour d'aujourd'hui, nous suivons et nous sommes tous les jours rassurés, sauf cas de force majeure, que nous aurons plutôt l'eau à Ouagadougou plus tard, fin mars 2017, au lieu de juin. Et à partir de ce moment, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises justement pour qu'on soit plus... On va continuer. Oui. À partir de ce moment, ça sera la première phase de la diminution de la peine. Pourquoi j'ai dit cela? À la fin de la peine. Je vais être réaliste parce que dans tous les cas, je n'ai pas intérêt à ne pas dire ce qui va se passer. Vous allez me rappeler ici et je vais balbutier, donc je ne vais pas dire comme ça. Alors, parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, le déficit moyen, j'ai dit 48 000 mètres cubes, disons 50 000 pour arrondir. Ziga 2 va nous procurer 150 000 mètres cubes. Alors vous voyez, ça fait 3 fois plus le déficit. A priori, on devrait être à l'abri. Mais il y a un mais dedans. D'abord, nous planifions l'alimentation du Ziga 2 jusqu'à l'horizon 2030, avec un peu, bien sûr, l'accroissement de la démographie de la ville, son étalement, etc. etc. On n'arrive pas à contrôler toujours. Bon, on fait avec. Alors, deuxièmement, en réalité, l'eau va arriver. Mais à cette date-là, on n'aura pas fait tout le réseau de distribution. Il faut que ça soit clair, parce qu'il y a un temps parce que nous avons près de 36 km de réseau de distribution primaire à réaliser pour pouvoir alimenter tous les quartiers. Ça ne se fera pas en fin mars. Mais ce qui est nouveau, c'est que normalement, à partir de l'arrivée de l'eau à Ouaga, les châteaux seront régulièrement pleins. Les bornes fontaines seront régulièrement alimentées. Parce que c'est le fait que chaque nuit, les châteaux sont vidés. Quand le château est vidé, bien sûr, la pression baisse, etc. Mais si le château est régulièrement plein, vous avez la pression. Et si les bornes fontaines sont alimentées, les domiciles sont alimentés, quoi qu'on dise, ça va avoir un impact positif sur l'accès à l'eau au niveau de la ville de Ouagadougou. En plus de cela, nous sommes engagés. On est en train de faire toujours des forages. Et dans l'immédiat, il y a 73 forages qui sont en cours d'exécution. Donc, nous pensons que toutes ces actions conjuguées devraient amener, je suis tenté de dire, le calme quant à l'accès de l'eau à Ouagadougou. Alors, Monsieur le ministre, on va s'intéresser à présent à un volet assez important de votre département. Il s'agit de la question de l'assainissement, qui constitue aussi un casse-tête chinois pour les populations burkinabées. Alors, le 19 novembre dernier, journée internationale des toilettes, vous y étiez dans la province de la Sicile, vous avez donc commémoré cette journée. D'abord, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'est-ce que les populations doivent attendre de vous, de votre département en termes d'assainissement? Ok, merci pour cette question. Parce que je vais commencer par une anecdote que j'ai même déjà donnée parce qu'on m'a déjà interpellé à l'Assemblée. En fait, le problème de l'assainissement, c'est un problème de perception et de vision. Et l'anecdote que je donne souvent, les populations, surtout rurales, elles sont prédisposées à se retrouver ensemble et creuser un puits de 20 mètres pour accéder à l'eau potable. Mais ils acceptent difficilement de se retrouver pour creuser une latrine de 2 mètres. D'autant plus qu'il y a la nature qui accueille tout. Ça, c'est pour les SAMO. Il n'y en a pas dans l'assistance. Oui, mais cela veut dire que couramment,
on pense qu'on peut trouver une solution aux besoins d'assainissement. Et par contre, on ne peut pas trouver une solution alternative aux besoins d'eau potable. Ça fait que nous sommes confrontés donc à une sorte de trilogie. Il faut réaliser ces ouvrages. Il faut que ces ouvrages soient acceptés. Parce que vous pouvez réaliser la latrine et personne n'y va dedans. Et il faut aussi que ces ouvrages soient entretenus. Parce que vous le savez, beaucoup le savent. Moi, c'est vrai, je n'ai pas beaucoup de grands frères dans la salle, mais regardez Yalato. Il y a eu un moment, que ce soit Yalato ou que ce soit le marché Rodowoko, où les latrines, vous ne pouvez pas accéder. À 20 mètres, vous êtes obligé de vous boucher les narines. Parce qu'effectivement, quand ce n'est pas bien compris, on pense que c'est un endroit sale. Il y en a qui... Non. Beaucoup savent que normalement, les toilettes doivent être propres. Les toilettes doivent sentir bon. Hein, déjà qu'on ne va pas faire des choses faciles là-bas, on devrait quand même trouver une ambiance. Et beaucoup travaillent à ça, je suis sûr. Hein, surtout les dames y veillent. Ça, c'est clair, hein, les femmes veillent aux toilettes. Donc, oui, donc c'est une question préoccupante dans la mesure où le taux d'accès est très faible. Aujourd'hui, globalement, dans notre pays, on est entre 18% et 34% d'accès à l'assainissement. Bon, alors qu'il y a ce qu'on appelle le péril fécal, parce qu'on pense qu'on s'en débarrasse. Mais ça vous rejoint là où vous êtes. Deuxièmement, on parlait même des Ziga. Nous allons convoyer 150 000 mètres cubes d'eau dans la ville. C'est autant d'eau en matière d'assainissement qu'il faut traiter, sur lesquels il faut veiller. Donc, je suis d'accord avec vous. C'est une grande préoccupation. Et heureusement, nous avons beaucoup de partenaires engagés. Les populations aussi, on les engage. Peut-être qu'on va en parler plus tard, parce que nous associons vraiment les communautés. Nous associons les services décentralisés pour pouvoir effectivement assimiler à la question de l'assainissement. Nous avons instauré même des prix, ce qu'on appelle les villages de fin de défécation à l'air libre, pour effectivement motiver. Sauf que dans cette motivation, Paul Mikirwamba, il y avait, au cours de la cérémonie, vous aviez, on va dire, des soutiens. L'école Ouégo notamment, qui se sont engagés à aider justement dans cette lutte-là. Mais on connaît les méthodes de ces gens. Contre la défécation à l'air libre, on va préciser. Est-ce que vous êtes partant pour une telle méthode? Ah oui, je suis doublement partant. Mais pas... Bon, vous êtes partant qu'on cueille quelqu'un qui... Attendez, je vais arriver. Non, je suis pas... Non, je suis partant... Vous connaissez les méthodes attendez, attendez. Je suis partant pour le principe. Je ne vais pas revenir sur les détails. Je l'ai dit en une phrase. Si vous déféquez à l'air libre, ce que vous avez laissé vous rejoint à la maison. Que ce soit par l'air, que ce soit par les ruissellements de l'eau, que ce soit... Attendez, que ce soit par les animaux ou vous-même, ça vous rejoint. Donc, il ne faut pas déféquer à l'air libre. Ça, il n'y a rien à faire. Maintenant, nous avons nos approches. Nos approches, c'est vraiment la participation des communautés, ce que nous appelons l'ATPC, l'assainissement total par les communes et par les communautés. Il faut les associer. S'ils sont associés, c'est eux-mêmes qui vont se faire ce reproche-là. Ah oui, ne faites pas ça. Ah oui, vous avez fait ça, etc. etc. Nous passons par là. Maintenant, les méthodes coercitives, répressives, etc., nous pensons qu'on peut faire autrement. Nous pensons qu'on peut faire autrement. Et bon, vous parlez des Koloyoro. Bon, c'est des communautés qui ont leur façon de voir les choses. Et je crois qu'il faut ensemble que nous nous parlons. Voilà. On peut avoir les mêmes objectifs et ne pas avoir les mêmes méthodes. Mais il faut aussi analyser les méthodes d'approche pour prendre les plus adoptées. Parce qu'il n'y a personne qui veut déféquer à l'air libre, en fait. Les gens le savent. Je l'ai aussi dit, surtout par respect pour les dames. J'ai dit, nous les hommes, on peut se débrouiller. Quand vous marchez là, j'ai vu durant les voyages, on arrête le véhicule, chacun se met derrière un buisson. Les hommes, ils se débrouillent. Mais la femme ne peut pas. Donc, c'est même pour elle. Et là où la femme engage un combat, vous êtes prêts aussi de le gagner. Alors, avant de poursuivre, il faut préciser que on peut participer à cette émission en nous appelant au 25 31 83 53 ou encore poster des messages sur la plateforme
www.presimed.bf. Mais pour l'instant, nous avons quelques soucis avec le téléphone, mais les techniciens sont à pied d'œuvre donc pour résoudre le problème. Paul Miki Rwamba. Alors, en entendant, monsieur le ministre, nous allons poursuivre. Lorsqu'on jette un coup d'œil dans vos statistiques, on se rend compte que vous avez fait des efforts, en tout cas en matière de construction des latrines familiales au Burkina Faso. Mais il y a des efforts à fournir en ce qui concerne la construction des latrines publiques, aussi bien en public également dans le milieu scolaire. Alors, aujourd'hui, quels sont les critères de sélection des bénéficiaires? On sait que vous avez des partenaires qui vous soutiennent. Est-ce qu'il y a des critères pour choisir les bénéficiaires de ces projets? Ok, je vous remercie. Tout ce que vous dites est juste. Maintenant, il faut que nous donnions un contenu. Malheureusement, on n'a pas trop de temps. Pour ce qui concerne les latrines publiques, c'est effectif. Là aussi, l'anecdote ne manque pas. Et je crois que je ne suis pas le seul. Et vous parlez un peu de la journée mondiale des toilettes où nous avons invité une vedette. C'était Sana Bob, je crois. Bon, quand vous suivez ce qu'il dit, ce qui a fait que nous l'avons invité, il dit à peu près ceci. Si à Ouagadougou, brusquement, dans la circulation, vous avez envie d'aller aux toilettes, vous faites comment? Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que dans une ville comme Ouagadougou, quelqu'un qui a une indigestion ou quelqu'un qui a la vessie brusquement pleine ne puisse pas se soulager de façon hygiénique. Donc je suis d'accord. Nous avons un programme de latrines publiques. Et ça sera une innovation, plus ou moins, je dis plus ou moins, que nous allons lancer dans le courant du premier trimestre 2017. Et c'est pour Ouagadougou? Non, c'est pour toutes les 13 régions. Voilà, mais pour Ouagadougou, je crois qu'on a environ 300 latrines que nous allons réaliser. Mais il y a un mais dedans. Je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, les latrines publiques, s'ils ne sont pas entretenus, les premiers usagers vont en faire usage et les autres ne parviendront pas. Je ne veux pas prononcer des noms de certaines villes, mais suivez mon regard. Il y a des villes en Europe, non, ce n'est pas dans ce sens. Il y a des villes, particulièrement en Europe, sûrement en Afrique aussi, il y a des latrines publiques. Vous mettez, par exemple, 1 euro pour vous soulager. Imaginez une latrine ici avec 1 euro, ou même 100 francs, ce n'est pas évident. Donc il faut que nous fassions une étude qui tienne compte aussi de nos réalités. En fait, c'est ça qui bloque le démarrage. Sinon, il y a quelques latrines publiques à Ouagadougou. Vous partez à l'hôpital, et à l'auto, il y a des latrines. Vous partez à la maison du peuple. J'ai été souvent voir, il y a des latrines, c'est bien entretenu, etc. Mais géré par les mairies. Nous allons nous inspirer de toutes ces expériences et tenter en tout cas de mettre en place un programme de latrines publiques à Ouagadougou. Rapidement, pour ce qui est des latrines scolaires, je suis totalement d'accord avec vous. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de mentalité. Mais la mentalité s'acquiert jeune. Quand un enfant, très rapidement, sait que déféquer à l'air libre, ce n'est pas bien, il ne va pas le faire. Ça devient un réflexe. Et dans les écoles, nous avons une priorité d'apporter l'eau potable à l'école. Nous avons une priorité d'apporter les latrines dans les écoles. C'est ce que nous appelons les latrines institutionnelles. Les écoles, les centres de santé, les marchés, les yards, c'est une priorité chez nous. Maintenant, quels sont les critères? C'est toujours par la demande. Moi, je suis entouré de mes collaborateurs. Il y en a qui font les programmes. Normalement, les programmes se font à la base. Ça se fait à partir des villages. Ça monte dans les communes. Puis il y a des journées de programmation dans les régions et c'est centralisé. Nous, on arbitre en fonction du budget dont on dispose. Voilà un peu comment ça se passe. Mais nous accordons toujours une priorité aux écoles, aux centres de santé, à condition bien sûr qu'ils s'engagent pour les entretenir. Donc, nous sommes totalement d'accord et nous travaillons justement en collaboration avec les autres responsables des départements de l'éducation et de la santé. Et on s'interpelle régulièrement quand il y a des cas précis. Alors nous allons donc, si vous le permettez, Monsieur le ministre, passer aux questions du public présent dans cette salle pour cette émission. Nous allons commencer par la question de Madame Justine Parkouda. Elle est de l'Association des femmes eau et assainissement. Alors Madame Justine Parkouda, vous avez la parole.
Merci. La corvée de l'eau est un fardeau qui repose sur les épaules de la femme et de la jeune fille. Et cependant, elles sont quasiment absentes aux instances de prise de décision dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, tant au niveau communal qu'au niveau régional. Voilà. Monsieur le ministre, quelles sont les mesures d'accompagnement qui seront prises pour une meilleure représentation de la femme dans ces instances? Merci. Monsieur le ministre, heureusement qu'elles sont présentes ici ce soir. Ok, merci madame. Ce que vous dites est juste à moitié. Parce que dans les instances de décision, le département de l'eau est une instance de décision. Je n'ai pas fait le décompte, mais au niveau du ministère de l'eau et de l'assainissement, nous avons plus de 60% de directrices régionaux, de directrices généraux. Je ne vais pas faire d'autres commentaires. Et je crois que j'ai souvent été applaudi par ceux qui aiment la chose. Mais il faut que tout le monde soit à la hauteur. Voilà, non, oui. Mais c'est pour cela que je dis à moitié. Mais au niveau, effectivement, déconcentré, il y a un problème. On va tous travailler à cela. Aidez-nous à trouver la solution. Sinon, on est disposé. Parce que, vous savez, au niveau déconcentré, ça passe par les élus. Mais il faut qu'ils élisent beaucoup de femmes pour qu'elles puissent effectivement animer. Oui, mais c'est vrai, ce n'est pas des nominations. Au niveau des communes, c'est ça. Au niveau des régions, c'est pareil. Le conseil régional, c'est formé d'élus. C'est formé d'élus, etc. Je crois que c'est à ce niveau le problème. Sinon, au niveau villageois, là, les femmes sont impliquées. Les femmes sont impliquées au niveau villageois. Mais là, je suis d'accord, ce n'est pas au niveau décisionnel. Donc, nous prenons en compte l'observation qui est quelque part juste. Mais nous avons tenté aussi de régler ça par le sommet, parce que le conseil des ministres peut nommer une directrice, mais ne peut pas nommer une conseillère municipale. Oui, mais dans le cadre de ce projet, monsieur le ministre, est-ce que lorsque, par exemple, vous arrivez dans un village, vous voulez installer un forage, est-ce qu'il vous arrive de rencontrer peut-être la communauté des femmes pour prendre leurs préoccupations en compte avant de faire ces forages-là? Et je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, la sélection des forages se fait, nous nous intéressons à la demande. Et les demandes sont faites par, je descends encore plus bas, par les quartiers, puis les villages, puis la commune. Et donc les hommes encore devant? Oui, c'est toujours, enfin, oui, les hommes sont devant, mais par la suite, nous avons aussi d'autres critères, parce qu'on regarde la population du village. En fonction, s'ils ont 500 habitants, s'ils ont 200 habitants. Par exemple, à partir de 500 habitants, c'est un engagement ferme. Mais 200 habitants, des fois, c'est des hameaux de culture. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Mais là où les femmes sont impliquées, là où les femmes sont impliquées, c'est dans les comités de gestion des points d'eau. Là, nous insistons pour que dans le bureau du comité de points d'eau, il y ait toujours et toujours une femme. C'est un peu comme la gestion donc, des bonnes fontaines. Généralement, on fait la discrimination positive. Les femmes sont positives, sont prioritaires. C'est-à-dire que quand il y a des candidates femmes, sauf s'il y a d'autres problèmes, elles sont prioritaires. C'est notre manière aussi, effectivement, d'associer ces femmes parce qu'elles vivent réellement la corvée. Ça, personne ne peut nous nier ça. C'est ça un peu comment nous on fait. Alors, mais on va y veiller. Madame Parkoda, est-elle satisfaite ou elle a besoin de relancer? Voilà. Donc, merci madame. On va passer donc à la question suivante. On reste toujours avec le public présent dans ce studio. Cette fois-ci, nous allons prendre la question de M. Patrick Djabou de l'Association des étudiants en médecine. Sa question concerne le volet changement climatique. Monsieur Patrick Djabou, vous avez la parole pour votre question. Okay. Bonsoir à tous. Merci à Monsieur le ministre. Nous remarquons qu'avec la COP22 qui s'est tenue tout récemment et aussi les objectifs de développement durable, vraiment, surtout l'objectif 6 qui stipule qu'il faut garantir l'accès de tous à l'eau et l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Voilà. Je voudrais savoir, Monsieur le ministre, quelles sont les actions concrètes qui sont entreprises au sein de votre département pour garantir vraiment l'accès à l'eau potable
et surtout la gestion des ressources durables, surtout dans le contexte du changement climatique. Monsieur le ministre, Ok. pour Oui, la réponse. oui, merci. Effectivement, vous faites bien de le dire parce que nous rentrons de la COP 22. Et la grande problématique pour les pays en développement est au niveau justement des conditionnalités d'accès de ce qu'on appelle le fonds vert de la COP 22 d'environ 100 milliards de dollars par an. La grande question, c'est les conditions d'accès à ces fonds pour ce qui est de la COP. Je souris parce que ceux qui étaient à la COP m'a même donné, comment on appelle ça? C'est pas un prix, j'ai oublié, un brevet là-bas. Vous savez, ce brevet-là, c'est quoi? La part du crapaud. Ah oui? Oui, ah oui. Et qu'est-ce que ça veut dire, la part du crapaud? Beaucoup de ça, j'ai demandé au grand frère. Non, mais bon, rapidement, j'ai eu à animer un panel avec les partenaires financiers et avec les, quoi qu'on dise, les grands tenanciers du Fonds vert. Et avec aussi, il y avait 12 ministres africains. Bon, pour un peu de prendre l'atmosphère, j'ai dit, vous savez, la question du Fonds vert, chez nous, c'est ce qu'on appelle la part du crapaud. On veut partager le butin, on est obligé de donner au crapaud sa part, mais on ne veut pas qu'il accède à sa part. Qu'est-ce qu'on fait? On prend, on met sur l'arbre. Il va faire quoi? Je vous assure que les gens ont compris tout de suite. Hein? Vous savez, quand on parle de capture de carbone, quand on parle d'atténuation, mais nous, on ne peut pas atténuer. Nous, on ne peut que nous adapter. Parce que quand il faut faire des forêts galeries, évaluer un peu le carbone, etc., c'est difficile. Les conditionnalités qui sont posées nous causent des difficultés d'accès à ces fonds-là. Donc ça, c'est une question de principe. Mais on est vraiment là-dessus. C'est un tandem et c'est un combat des pays en développement. Donc, en résumé, nous disons, parce qu'au début, c'était 50% d'adaptation, 50% d'atténuation. Je ne sais pas s'il faut donner les détails de ce que ça veut dire. Allez-y, okay. Vous permettre au public de Rapidement. Ça dit que l'adaptation, les changements climatiques, on n'y peut rien. Vous vous adaptez. On s'adapte comment? En réalisant, puisque vous parlez de durabilité, des ouvrages durables qui résistent au changement climatique. Vous vous adaptez en mettant en place des techniques et des politiques adéquates. Je prends rapidement le cas donc de l'agriculture. Vous allez mettre effectivement des semences à cycle court. Vous allez mettre en place des semences qui résistent aux sécheresses, aux points de sécheresse, qui résistent aux inondations, etc., etc. Vous allez construire des ponts avec un calcul de résistance aux inondations. Vous allez construire des maisons surélevées. C'est ça les changements climatiques. Nous, on peut s'adapter quand même, mais on ne peut pas atténuer les changements climatiques. Parce que les pays européens, les pays en développement, il y a les gaz carboniques qui s'échappent à travers les usines. Nous, on n'en a même pas. On nous dit de diminuer le taux d'émission des gaz. Nous, on n'en est même pas. On n'est même pas de gaz. Comment on va calculer pour nous? En fait, voilà, c'est ça le problème. Maintenant, quelle est notre politique en la matière? Au plan international, nous continuons la lutte parce qu'il y a une sorte de coalition, ce qu'on appelle la Voix de l'Afrique ou l'initiative africaine, pour un peu leur demander de revoir la péréquation entre l'adaptation et l'atténuation. Ça, c'est un dialogue qui se mène. Deuxièmement, au niveau national, si je prends le cas du Burkina, au niveau du Burkina, nous essayons, dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement, d'abord l'eau potable. Vous savez, l'eau potable, on parle beaucoup des forages, mais on a vu le cas de Ouaga. Ouaga est alimenté par un barrage. C'est de l'eau brute, ce qu'on appelle les eaux de surface. Donc, il faut construire des ouvrages de collecte des eaux de surface. Ces ouvrages-là, vous êtes obligés. Il y a des grands concepteurs ici. Suivez mon regard. Il y a un grand frère ici, c'est eux qui font les grandes conceptions. Ils sont obligés de regarder le dimensionnement de ces ouvrages-là pour se mettre un peu à l'abri de ce qu'on appelle des phénomènes extrêmes. Donc, soit des grandes crues, soit des grandes sécheresses. Mais ça rend les ouvrages chers. C'est-à-dire, au niveau d'un barrage, vous allez faire des grandes fondations, vous allez faire un déversoir de sécurité, etc., etc. Au niveau des canaux, des canaux qui drainent l'eau, là aussi, vous êtes obligé d'investir et d'investir. Au niveau des puits et des forages, vous êtes obligé d'agrandir les épaisseurs des protections et la profondeur
de fondation et de stabilisation. Voilà quelques mesures en rapport avec les changements climatiques. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question du jeune étudiant. Monsieur Diabou, c'est bon? Vous êtes satisfait de la réponse? Je suis satisfait, mais j'ai une petite question connexe Oui. en rapport avec surtout l'assainissement. Parce que quand on parle d'eau, oui. on parle de l'assainissement. Dans l'actualité sanitaire aujourd'hui au Burkina, on parle beaucoup de la dengue. Et en tant qu'étudiant en médecine, à l'hôpital, on rencontre beaucoup de patients qui manifestent la dengue. Et on est vraiment déçu de constater que c'est juste par rapport à un problème d'assainissement que ces personnes-là contractent cette maladie. Je voudrais savoir quelles sont les actions que le ministre de l'eau entreprend. Est-ce qu'il y a vraiment une collaboration entre le ministre de l'eau et le ministre de la Santé, voilà, pour vraiment lutter contre cette maladie? Voilà. Monsieur le ministre. Oui, je vais répondre très rapidement à cette question avec une précision. Le mot assainissement ou la notion d'assainissement, en fait, il est à cheval entre plusieurs départements. Je ne fuis pas la question. De toute façon, je suis membre du gouvernement, je vais répondre à la question. Mais il faut savoir que les attributions spécifiques du ministère de l'eau et de l'assainissement, c'est l'assainissement des eaux usées et des excréta. Voilà, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. J'ai dit tout à l'heure le péril fécal, c'est-à-dire que toutes les consommations d'eau que nous faisons dans les ménages et l'après-consommation, tout le cycle pour ramener l'eau dans la nature. En fait, la notion d'assainissement chez nous, c'est ça. Les détails, on peut en reparler. Maintenant, l'assainissement pluvial et l'assainissement urbain est à cheval entre les ministères en charge des infrastructures et de l'habitat, infrastructure, habitat, et les communes, donc au niveau donc des municipalités. En fait, c'est eux qui gèrent ça. Terre à terre, si vous prenez les canaux de drainage, l'entretien des canaux de drainage, etc., des eaux pluviales, en réalité, on peut accompagner, parce qu'on est aussi des génies civils, mais on n'a pas l'attribution de le faire. Ça, c'est l'autre vision de la question. Maintenant, la collaboration entre les départements ministériels pour régler la question, elle est évidente et naturelle. Mais c'est un sujet passionnant sur lequel je suis obligé de résumer. L'assainissement total et pluvial de la ville de Ouagadougou est à refaire. C'est toute une conception à refaire. C'est bien de déboucher le caniveau devant votre maison. Mais vous savez, l'eau coule. Et dès que l'eau rencontre un obstacle, il reflue. C'est-à-dire que si je débouche le caniveau devant ma maison, si le voisin n'en débouche pas, dès que ça rencontre, ça revient chez moi. Et ça m'attend. Il faut un exutoire. Et dès le départ, vers les années 1958, le grand exutoire de Ouarou, qui n'avait que 60 000 habitants, c'était les 3 barrages que vous voyez là. Maintenant, ces barrages, ça ne marche plus, hein, je résume, ça ne marche plus. On a un gros projet du reste de plus de 100 milliards pour ces barrages-là. J'espère qu'il va aboutir un jour. Ça va être important. Il faut il faut un exutoire donc, du drainage. Donc ça demande effectivement toute une conception pour que les eaux ne stagnent plus. Mais les 3 ministères sont en collaboration. Nous, on calcule les eaux. On dit voilà la quantité d'eau qui doit arriver, voilà la dimension du canal qui doit être fait. Les maires font construire, ils financent la construction, le ministère des Infrastructures réalise. Voilà Monsieur le ministre, le cheminement. Oui. Sur cette question, justement, il y a que, même avec la dengue, on n'a pas vu une mesure forte, par exemple, du gouvernement, du ministère de l'eau, de la santé et même peut-être de l'urbanisme pour inciter les populations à se débarrasser des ordures qui sont peut-être aux alentours. En fait, il y a eu des mesures, fortes, faibles, ça aussi on peut les qualifier. Je vais parler de la période de la dengue. Parce qu'il est vrai qu'il y a eu... Voilà. Oui, mais il y a eu un recoupement. Puisque comme c'est la saison pluvieuse, au niveau des municipalités, il y a eu l'incitation et l'encouragement à déboucher les canalisations. Parce qu'il y a eu inondation. Oui, mais ça va avec ce Congo. De toute façon, quand ça inonde, c'est que l'eau stagne. Si l'eau coule, c'est que ça ne stagne pas. Sinon, je suis d'accord qu'il faudrait peut-être, pour les prochaines fois, être plus visible
et être plus à l'écoute justement donc, de ces populations-là. Ça nous aide, c'est comme j'ai dit au départ de l'émission, ça nous aide aussi à aller dans le sens, scientifiquement dans le sens de ce que pensent populairement les populations. Merci, monsieur le ministre. On va poursuivre avec les questions du public dans cette salle. Monsieur Diabou, vous allez passer le micro à monsieur Alphonse Yakoro. Il est du laboratoire national de santé publique. Sa question concerne la qualité de l'eau. Alors, monsieur Yakoro, vous avez la parole. Merci à monsieur le ministre de se prêter à nos questions ce soir. Je sais que la qualité de l'eau est une préoccupation du gouvernement. En témoigne, j'allais dire, la prolificité en texte réglementaire dans le domaine. La prolificité. Attention. En texte réglementaire dans le domaine, qui fait qu'on est aujourd'hui, du point de vue texte, on en a beaucoup, mais peut-être que l'application sur le terrain ne satisfait pas beaucoup les gens. Et je me permets alors de demander, puisque nous parlons d'eau potable, parce que qui parle d'eau potable parle en même temps de qualité sanitaire de l'eau. Voilà, parce que ce qui arrive juste au niveau du consommateur, c'est vrai que c'est de l'eau, mais en même temps, il faut qu'elle soit potable. Mais pour qu'elle soit potable, il faut qu'il y ait des contrôles au préalable. Alors, j'allais demander alors au ministre, dans ce contexte et dans une vision vraiment holistique avec la synergie d'action qu'il y a au niveau du gouvernement, quelle est la stratégie en fait qui est mise en place pour en tout cas s'occuper de la qualité de l'eau qui arrive jusqu'au niveau du consommateur, depuis les eaux brutes dont il a parlé, les eaux souterraines, les eaux de surface, même les eaux de distribution des réseaux et autres, et même les eaux qui sont dans les forages directement dans les villages ou même dans certains sites. J'irais même jusqu'à dire, même dans certaines écoles, dans certains centres de santé, l'eau potable en tant que telle, comment on s'assure de la qualité, puisque même quand on lave les mains, on parle de lavage de mains, on va utiliser de l'eau. Si l'eau en tant que telle n'est même pas de bonne qualité, même si on lave les mains et après qu'on se rince les mains, je crois qu'on n'a pas résolu vraiment le problème. Et ça fait une vraie préoccupation, je me mets à la place de la population, de savoir en tout cas que le gouvernement veille sur notre santé et de savoir également quelles sont en tout cas les stratégies qui sont mises en place pour en tout cas rassurer la population et que le gouvernement veille effectivement à garantir la qualité de cette eau. Et il faut même ajouter les eaux dites minérales qu'on distribue un peu partout. Monsieur le ministre, avant la réponse justement à cette question, il faut dire aux téléspectateurs qui continuent de nous appeler qu'on a malheureusement un problème technique que nous travaillons à résoudre d'un moment à l'autre. On espère qu'on pourra au cours de cette émission prendre le téléphone et les questions des internautes. Monsieur le ministre. Oui, et encore merci donc au monsieur du laboratoire. La question est intéressante. Je vais répondre en 3 étapes. Premièrement, vous avez parlé effectivement de la chaîne de traitement de l'eau. Pour ce qui est de la chaîne de traitement de l'eau, couramment, on parle de l'ONIA, notamment l'eau fournie par l'ONIA. Parce que je peux dire que ça, c'est l'eau publique, urbaine, parce que l'ONIA s'occupe de l'alimentation. Voilà. Cette eau, elle est potable, il n'y a rien à faire. Elle est potable, sauf vraiment en cas d'incident. C'est-à-dire il peut arriver que suite à des travaux, parce que ça aussi on le constate, quand il y a des travaux ou des coupures prolongées d'eau, si vous laissez votre robinet très longtemps sans l'ouvrir, une fois que vous l'ouvrez, vous avez une eau jaunâtre qui s'écoule. L'eau potable, dans sa définition, déjà, elle est incolore. Donc, dès que l'eau est jaune, nous ne la trouvons plus. Voilà. C'est ce que je vais dire. Mais je précise. Donc, la chaîne de traitement de l'eau fournie par l'ONIA, qui est l'eau publique, elle est potable rapidement pour 2 raisons. Il y a tout un process. Hein. Tout à l'heure, je parlais de station donc, de traitement de l'eau. C'est un process universel et qui passe de la... Je vais parler en français facile. On a l'eau claire, voilà, c'est la notion donc de floculation, décantation. On a l'eau claire, mais une eau claire n'est pas nécessairement potable. Après, on la traite. Il y a un traitement bactérien par plusieurs méthodes. Puis, on met ce qu'on appelle le chlore résidu, enfin, du chlore dedans. Bon, de toute façon, vous êtes un spécialiste, moi je parle pour les autres. Voilà. On met c'est chlore pour la population. Voilà, merci. On met du chlore dedans. Et le chlore, couramment appelé l'eau de Javel. Vous savez,
l'eau de Javel a beaucoup de propriétés aseptiques. J'aime ouvrir des parenthèses, et c'est que tout le monde a vécu ça. Vous savez, des fois, moi je vais chez le coiffeur, il prend les ciseaux, il prend de l'alcool, il met. Je suis désolé, l'alcool ne tue pas le microbe. L'alcool, il l'immobilise. Je dis c'est de l'eau de Javel qu'il faut mettre. En moi, je dis oui. Mettez l'eau de Javel, 20 minutes après, c'est stérilisé. Donc, on met en français facile, on met de l'eau de Javel dans l'eau après traitement. Et c'est calculé au fur et à mesure qu'il y a des bactéries qui sont éliminées, la quantité d'eau de Javel diminue. Et en ouvrant votre robinet, vous devriez sentir encore un peu de chlore. Ce n'est pas pour vous que je parle, puisque vous le savez. Mais monsieur le ministre, il y a des moments où vous vous levez le matin, vous ouvrez votre robinet, vous avez pratiquement de l'eau boueuse, l'eau blanchâtre. Ouais. Donc ça veut dire que c'est de l'eau de Javel qu'on boit. Non, on ne boit pas l'eau de Javel. Non, ça c'est ce que j'appelle des incidents. C'est des incidents du circuit, de manipulation. Je peux expliquer à peu près ce que c'est. Mais parce que comme vous ne nous avez pas accordé 2 heures, ça veut que... Non, donc... Allez-y, justement. Oui. Donc cette chaîne-là, nous avons la garantie que l'eau est potable. Et au niveau de l'ONIA, peut-être qu'on va inviter de temps en temps, parce que ça fait partie aussi, il faut que de temps en temps, des gens puissent avoir des portes ouvertes pour aller voir. Le laboratoire de l'ONIA, bon, je ne connais pas la fréquence, mais dans la journée, il prélève au moins 2 fois l'eau pour vérifier sa potabilité. Au moins 2 fois. Et je vous assure que ça garantit la potabilité d'eau. J'ai dit que je vais répondre en 3 séquences. La deuxième séquence, c'est l'eau souterraine. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que vous avez dit, que ce soit dans les écoles, les maternités, dans les villages. Ça, c'est de l'eau souterraine. L'eau souterraine, c'est au départ qu'on regarde sa potabilité. Il y a des eaux souterraines qui sont, de par les caractéristiques de l'eau et de la nature de la roche traversée, qui sont potables naturellement. Vous savez, quand on parle des eaux minérales, les eaux de source en Europe, elles sont prélevées sans traitement. C'est juste le captage qu'on organise pour ne pas polluer l'eau de source. Sinon, on ne traite pas. Une fois que vous mettez un produit chimique dedans, c'est le plus de l'eau de source. Je ferme cette parenthèse. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Par exemple, il y a un certain nombre de roches. Dès que les fissurations, l'eau vient de là-bas, elle est potable éternellement. Il y a par contre des forages où l'eau a besoin d'une correction. Ce type de forage, l'eau passe nécessairement par un château d'eau. Et dans le château d'eau, on met un traitement. Les services de l'ONIA ou les services du ministère qui sont les plus proches vous donnent un produit qu'on met dans une sorte de gobelet et on suit pour le traitement de cette eau. Normalement, c'est comme ça que c'est fait. Et si on se rend compte que, par exemple, il y a de l'arsenic ou il y a des choses qu'on ne peut pas traiter, on ferme le forage. Troisième séquence, c'est les eaux en sachet. Mais vous savez, ça c'est le droit. C'est comme un peu le problème des boulangeries que nous tous on a suivi. Mais on a commencé à lâcher du lest. Si vous avez suivi dans les publications, et ça c'est le laboratoire de santé qui le publie, donc c'est chez vous. Et au départ, il disait qu'il y a un certain nombre d'eau en sachet qui ne sont pas potables, ou qui ne sont pas contrôlés, ou qui ne sont pas agréés, c'est comme vous voulez. Mais il ne les citait pas, parce que des fois, il y a le problème de la contre-publicité, de la concurrence, du dénigrement, etc., etc. Mais de plus en plus, vous, justement, le laboratoire de santé, nous sommes même saisis par d'autres prestataires qui veulent même venir installer des laboratoires ici. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire de la publicité, et nous les encourageons à le faire, pour qu'on puisse avoir des laboratoires de référence. Nous leur avons simplement dit, quand vous allez installer vos laboratoires, vous allez avoir un certificat de nos services nationaux pour s'assurer que quand vous allez mettre votre cachet, on peut s'assurer que l'eau est potable. Oui, monsieur le Sinon, ministre, avant de vous laisser poursuivre, d'accord que ce n'est pas bien contrôlé. Avant de vous laisser poursuivre justement sur la question, depuis 2 ou 3 ans, on voit des listes effectivement du laboratoire national, mais malheureusement, ces eaux continuent de circuler. Pourquoi il n'y a pas de mesures, par exemple, pour retirer ces eaux-là? Oui, ok. Bon, je ne peux pas répondre à la totalité de la question parce que ça aborde, comme je dis, l'aspect commercial, l'aspect juridique. Vous savez, on est dans un état de droit.
pour punir ou pour sanctionner une activité, il faut respecter la procédure. Et je pense que, entre autres, il y a le fait qu'il faut, on dit nul n'est censé ignorer la loi, mais généralement, il faut créer les règlements. Il faut créer, à la limite même, la loi qui montre le cheminement pour arriver à la sanction, qu'elle soit pécuniaire ou qu'elle soit physique. Et je crois qu'il y a un ensemble de dispositions qui est en train d'être fait. Ça, c'est un. Deuxièmement, je donne un exemple simple. Je crois que c'est sorti dans les journaux. On tend vers, justement, genre de cachets indélébiles ou cachets secs sur les emballages. Ça permet de certifier d'abord la nature de l'emballage, parce que ce n'est pas tous les emballages qui sont consommables, et ça permet aussi d'éviter un peu la fraude. Je crois qu'on en est conscient, il y a quand même une approche tout doucement qui se met en place, et nous osons espérer qu'il y aura un contrôle de ces jours-là. Parce que nous sommes totalement d'accord avec vous. Regardez le changement des mentalités. Il y a à peu près 20 ans, je peux me tromper, il n'y avait que l'eau Yilemde, pour ceux qui l'ont connue. C'était la seule eau en sachet. Aujourd'hui, s'il n'y a pas une cérémonie où on vous sert de l'eau de l'ONIA, alors que c'est l'eau la plus saine et la plus sûre. Bon, mais comme les sachets, d'abord c'est pratique, parce que bon, on distribue, etc. Deuxièmement, psychologiquement, on se dit qu'elle est meilleure que l'eau de l'ONIA. Vous savez, encore pour la petite histoire, je connais un pays... Parce qu'on s'est dit que c'est de l'eau de source. Ben voilà, c'est abusivement écrit eau de source, eau de quoi? C'est pas vérifié. Il y a des pays où l'eau nationale, on la met en boîte. L'eau est en boîte, en canette. Voilà, vous avez des canettes d'eau, vous achetez, vous venez distribuer. J'espère qu'on va en arriver un jour. On va poursuivre. Alors, monsieur le ministre, nous allons à présent recueillir la question de Mme Rukiatou Ouedraogo. Elle est du secrétariat permanent des ONG. Elle a une question sur le budget alloué à l'eau. Alors, Mme Rukiatou Ouedraogo, vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, aujourd'hui, quelle est la part du budget national affecté au secteur de l'eau et de l'assainissement? Vous l'avez un peu dit parce que vous avez noté que 60% des financements proviennent des ONG et des partenaires techniques et financiers, alors que nous savons aujourd'hui les défis de mobilisation de ressources. Donc, qu'est-ce qui est vraiment fait pour augmenter la part nationale de contribution à ces secteurs-là? Par ailleurs, on comprend aujourd'hui aussi que l'eau est un secteur prioritaire et pendant la campagne, on l'a vu, beaucoup de candidats et le candidat élu a également positionné l'eau comme étant le secteur qu'il allait satisfaire au plus vite avec 0 corvée d'eau qui a été annoncé. Et malheureusement, on note également des problèmes de consommation, même des ressources. Et en tant que société civile, dans nos actions de plaidoyer, nous sommes confrontés souvent à ces affirmations, bon, vos pays n'arrivent pas à consommer et vous continuez de demander plus de ressources pour ces pays. Donc, 0 corvée d'eau, pour moi, c'est aussi 0 franc de CFA des bailleurs retournés. Et qu'est-ce qui est fait par votre ministère pour assurer cela? Et d'autre part, c'est aussi, vous l'avez noté aujourd'hui, on peut dire quand même que les ONG, la société civile ont une grande capacité. Qu'est-ce qui est prévu par votre ministère pour mettre ces acteurs-là au cœur et pour assurer qu'aucun franc ne retournera chez les bailleurs? Merci beaucoup. Monsieur le ministre, pour la réponse. Okay. On va aller rapidement parce qu'on est pris par le temps. Oui, ok, on va aller rapidement. Votre question est très dense. Et effectivement, le secteur de l'eau, en tout cas, ce n'est pas moi qui dirais le contraire. C'est la première priorité, en tout cas pour moi et l'ensemble de ceux qui animent donc, le secteur. Moi, je parle du secteur, je ne parle même pas du département. Parce que le secteur est vraiment très diversifié. Je ne vais pas me répéter. Les ONG sont avec nous, la société civile est avec nous, des privés sont avec nous, etc. Et au niveau national, je parle vraiment du secteur globalement, et je prends le cadre du budget 2017. Il n'est pas totalement adopté, donc c'est un projet de budget. Et aujourd'hui, on a entre 80 et 143 milliards de programmes budgétaires pour le secteur de l'eau. C'est beaucoup
Parce que cette année, en 2016, on avait à peine les 2 tiers. Donc il y a eu à peu près 1 tiers d'augmentation de notre budget. Et ça rejoint directement votre deuxième préoccupation. Effectivement, c'est bien d'augmenter les budgets alloués, mais c'est encore mieux de les consommer. Que ce soit nos propres budgets, ou le budget des ONG, ou le budget des partenaires techniques et financiers à travers l'appui budgétaire sectoriel, l'ABS. Nous sommes totalement d'accord pour ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a pris comme disposition? Nous avons pris 2 dispositions. Quand je dis nous, c'est le gouvernement et aussi le Parlement, puisqu'on a glissé vers le Parlement. Effectivement, au niveau du gouvernement, à un moment donné, nous avons senti tellement le goulot d'étranglement parce qu'on décaissait en moyenne 40%. Et des fois moins, mais en moyenne 40%. Je reconnais que ce n'est pas normal d'être dans le besoin, qu'on mette l'argent à votre disposition et que vous ne puissiez pas utiliser cet argent et que la demande en ouvrage existe. C'est un paradoxe. Voilà. Donc le gouvernement a proposé d'abord un projet de loi intérimaire qui court sur 6 mois. C'est comme ça que la loi a été votée, qui permet un allègement des procédures d'attribution des marchés. Parce que c'est véritablement là-bas que ça coinçait. Ceux qui sont du secteur savent que le secteur de l'eau, les ouvrages hydrauliques, se réalisent hors saison des pluies. Reprenez mon chronogramme. Si en janvier, le budget est mis en place, s'il vous faut, je ne sais pas moi, 140 jours, c'est combien? 140 divisé par... S'il vous faut 4 mois pour passer le marché, né en janvier, février, mars, avril, et que la saison des pluies arrive en juin, vous n'avez plus de temps pour réaliser des ouvrages. Et aujourd'hui, avec le texte qui a été adopté, en 45 jours, nous passons un marché. Et ils ont revu les enveloppes. Pourquoi ne pas le faire en 2 semaines, en 10 jours? Vous savez, on est quand même un peu prudent. Parce que si, dans le processus d'attribution des marchés, on ne donne pas un délai pour que ceux qui ne sont pas d'accord se plaignent, si on ne donne pas un délai de publication des offres de marché, quelque part, ça peut jouer sur la gouvernance. En fait, la contrainte, elle est là. Hein. Sinon, on peut enfermer les commissions qui vont travailler, mais on veut quand même améliorer la gouvernance en donnant un délai aux uns aux autres pour se préparer. C'est la seule chose. Deuxièmement, oui, donc en 45 jours, on peut passer un marché. Deuxième mesure, dans le cadre donc, de cette loi-là, moi, ministre sectoriel, par le passé, je peux me tromper sur les chiffres, mais je ne pouvais pas signer un marché de plus de 5 millions. Après, il est passé à 25 millions. Aujourd'hui, même un marché de 1 milliard, moi, je signe. Ça, c'est une innovation. Parce que entre la signature du ministre de l'eau que je suis et celui du ministre des Finances, vous pouvez aussi, parce que ça passe par les services techniques, vous pouvez être facilement 1 mois. Ceux qui ont travaillé dans l'administration le savent. Donc ça a permis vraiment de passer rapidement les marchés. Et enfin, le gouvernement vient d'anticiper. Le gouvernement a autorisé d'engager déjà les consultations pour anticiper sur le budget 2017. Une mesure qui n'existait pas, c'est la première fois. Et enfin, nous avons encore déposé un projet de loi définitif maintenant sur la table du Parlement qui va peut-être, s'il passe en 2017, nous pensons qu'on sentira une grande amélioration dans le taux de décaissement. Alors, Monsieur le ministre, on va aller rapidement parce que nous sommes pris par le temps. Ah, d'accord. On annonce un téléspectateur au téléphone. Comme c'est la première fois qu'on prend le téléspectateur, je préfère qu'on y aille. D'accord. Voilà. Okay. Oui, donc si la régie est prête, je pense qu'on va prendre le téléspectateur qui nous appelle au téléphone. Il me semble que ce n'est... Alors, sur la plateforme donc présimètre.bf, nous allons lire ensemble la question du téléspectateur. Monsieur le ministre, ne peut-on pas prendre des mesures fermes contre ceux qui creusent des fosses septiques en dehors des limites des parcelles et qui les vident les nuits sur les chaussées? Cela met mal à l'aise le voisinage.
Ok, merci pour la question. En fait, la mesure est déjà là. La mesure est déjà là, il reste qu'à l'appliquer. Et le suivi de cette mesure-là est fait par les communes. Et les communes ont mis dans les commissariats d'arrondissement des services de suivi et de coercition de ces pratiques non sanitaires. La mesure existe et je crois que on ne va pas inciter un peu aux dénonciations. Je crois que quand il y a des situations comme ça, il faut porter immédiatement à la connaissance de votre commune de rattachement. Normalement, on trouve une solution. Il y a une solution coercitive, c'est vrai, mais il y a une solution d'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, l'ONIA, le ministère de l'eau, à travers l'ONIA, donne gratuitement les dalles pour justement ces fosses septiques. Bon, en fait, ce n'est pas des fosses septiques, mais on va le dire comme ça. Pour donc, nous appelons ça des puits perdus. Pour ces puits perdus. Mais la condition, c'est que ces puits perdus soient creusés à l'intérieur de ta parcelle. Voilà un peu la mesure. Sinon, elle existe. On vous a compris. Alors, on va merci, passer à une Monsieur le question. ministre. Retour dans ce studio avec les questions du public. Nous allons donner la parole à présent Monsieur Elie Sawadogo. Il est de la mairie de Ouagadougou. Sa question porte sur le traitement des boues liquides par l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Monsieur Sawadogo, vous avez la parole. Nous sommes pris par le temps. Une seule question assez brève et le ministre aussi répond succinctement parce qu'il nous reste 20 minutes. Ok, pas de problème. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci pour la pertinence vraiment de votre intervention. Alors, j'ai noté cette phrase où vous avez dit que si vous déféquez à l'air libre, cela vous rejoint à la maison, soit par l'air ou bien par d'autres vecteurs. Et ma question est de savoir, aujourd'hui, l'ONIA a mis 3 steps pour la ville de Ouagadougou. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons des boues issues de la vidange manuelle? Parce que nous voyons qu'il y a ce dépotage sauvage sur toutes les réserves, le long des rues, les caniveaux, le long des cours d'eau. Et par rapport à ce que vous venez de dire, quelles sont les mesures et comment on s'organise vraiment pour régler vraiment ce secteur? On a compris, Monsieur le ministre. Oui. Pour la réponse. Ah d'accord, oui. Quoi, on doit répondre rapidement. Oui. Bon, d'abord, je rappelle que les stations de boue de vidange, c'est une mesure nouvelle. Elle est en cours d'être mise en œuvre. Vraiment, je me permets aussi d'expliquer parce que ce n'est pas sûr que beaucoup savent ce que c'est le traitement des stations de boue. En réalité, l'idée, c'est que tous les camions qui vidangent les fosses septiques, parce que c'est différent des vidanges manuels, qui vidangent les fosses septiques, au lieu d'aller les jeter dans la nature, aillent les livrer à une station de traitement pour que ça soit traité avant d'être relâché dans la nature et réutilisé. Voilà les stations de boue. Et nous avons l'intention d'en mettre tout autour de Ouagadougou pour un peu aider à l'assainissement, comme vous l'avez dit. Voilà. Maintenant, dans un deuxième temps, les vidanges manuels. En fait, les vidanges manuels, de quoi il s'agit? C'est essentiellement des latrines. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des latrines, parce qu'il y a une nuance, le soir ou sous la pluie, ils les vidangent, ils déposent dans la rue. Là aussi, vous savez, on est dans un pays de dialogue, on est dans un pays où les gens... c'est notre mentalité, on ne veut pas dénoncer le voisin, on estime que son voisin, etc., etc. Si bien que nous avons entamé toujours et toujours de sensibiliser. Nous sommes dans l'approche de les aider à récupérer. On n'a pas trouvé la formule idéale, de les aider à récupérer ces vidanges de latrines pour les convoyer justement. Même s'il faut payer ou subventionner les camionneurs. Parce que souvent, si c'est un problème de revenus, je ne l'ai pas dit, mais je peux le dire, la question de l'assainissement, quoi qu'on dise, est liée aussi à la pauvreté. Quand quelqu'un agresse sa dignité, en fait, dans cette ville de Ouaga-là, je vais vous le dire, il y a des quartiers où les gens défèquent dans des sachets noirs qu'ils balancent par les... Vous voyez, quand on fait ça, c'est un problème de revenus. Mais un peu, c'est l'approche que nous sommes en train de faire. Il est plus ou moins envisagé d'aider ces personnes-là à évacuer les excrétants. Merci, Alors, Monsieur le ministre. À présent, la question de M. Dieudonné Nikema. Il est le directeur général de BERA. Le BERA, c'est le Bureau d'études et de recherche appliquées. Il a une question sur le suivi de la qualité de l'eau après réception des pompes. Monsieur Nikema, vous avez la parole. Assez succinctement. Voilà.
Monsieur le ministre l'a dit tout de suite, parlant de la qualité des eaux. Bon, les eaux étaient par l'ONEA, la qualité est bonne. Au niveau des communes, nous avons également les AEPS. Il y a les stations en fait, disons, il y a un processus de traitement aussi à ce niveau-là, ne serait-ce que les chlorations et autres. Mais pour ce qui concerne les forages équipés de pompes manuelles, bon, monsieur le ministre a abordé le sujet, disait que là, le problème de qualité, compte tenu que l'eau est en profondeur, effectivement, l'eau pour aller jusqu'en profondeur, il y a un système de filtration, mais il se trouve que, surtout dans les zones minières, nous avons vu des forages qui ont été contaminés. Des forages donc qui, au départ, étaient avec de l'eau propre, mais avec justement cette exploitation, et puis le rejet de ces polluants-là, ils ont atteint la nappe. Alors, à ce moment, est-ce qu'au niveau, au moins au niveau de ces zones, est-ce qu'un dispositif de suivi de la qualité de ces zones ne serait pas nécessaire? Monsieur le ministre, les zones minières notamment. Merci. Je remercie M. Nikema pour sa question. Je suis tenté de dire que j'ai du mal à répondre à M. Nikema parce que c'est les monuments de l'eau comme ça. Voilà. Mais on va s'essayer, c'est mon rôle. Vous aurez voulu qu'il vous donne une proposition. N'est-ce pas, hein? D'accord. Oui, c'est vraiment une préoccupation. Ça, je ne peux pas vous cacher, c'est une préoccupation. Alors, qu'est-ce que nous avons pris comme disposition? Je ne veux pas revenir. Il a tout dit. Et on n'a même pas besoin de le dire. Aujourd'hui, avec les produits utilisés dans le cadre de l'activité minière, nous sommes obligés de prendre des dispositions pour le suivi de la qualité des eaux de surface et de la nappe phréatique. Et de ce point de vue, il y a au niveau donc du service de la gestion intégrée des ressources en eau, on est en train de déployer ce qu'on appelle la police de l'eau. Certains ont commencé donc à prêter serment qui vont être au niveau et des sites miniers et des sites d'eau de surface, c'est-à-dire les barrages et les lacs, et rattacher et travailler avec donc les communes et le haut commissariat pour effectivement suivre tout ce qui est activité pouvant contribuer à la pollution de l'eau. Et maintenant, ces eaux, il est prévu, de toute façon, en 2017, j'espère que j'aurai l'occasion de faire le bilan de tout ça, parce que c'est bien de le dire, mais il faut à un moment donné rendre compte. Il est prévu, effectivement, que ces eaux soient régulièrement prélevées et analysées. Parce que dans la loi portant sur l'eau, il y a une disposition. Préleveur, payeur. Vous prélevez, vous payez, en fonction de ce que vous allez faire avec l'eau. Pollueur, payeur. Vous polluez, vous payez. Et alors, il y a deux cas de figure où une amende est infligée à celui qui a pollué l'eau sur la base de la loi. Et cette amende sert justement à retraiter cette eau avant de la rejeter dans la nature, ou un contrat est signé avec le pollueur. Il n'y a pas seulement que les miniers, même les usines industrielles polluent aussi l'eau pour la nature. Ils retraitent et il y a un système de contrôle de l'effluent, c'est-à-dire que le rejet avant donc d'accepter. En tout cas, il y a cette disposition qui existe que nous allons tenter donc de mettre en œuvre, encore une fois, avec la participation des acteurs. Alors, Monsieur le ministre, nous allons heureusement prendre une question d'un téléspectateur qui nous appelle au téléphone. Ça, bon. Nous allons écouter la question. Monsieur Soraouna, j'appelle de Sankourougou. Ma question, c'est que on n'arrive pas à démarrer avec les activités, comment ça s'appelle, les forages et les AEPS. On a des difficultés avec les latrines. Donc on voulait poser la question pour savoir comment est-ce qu'ils comptent ici prendre dans la région. La question a été... Voilà, est-ce qu'on peut peut-être reprendre la question, sinon on n'a pas bien saisi la question de ces téléspectateurs et puis d'où ils nous appellent. On n'a pas cette Monsieur Soraouna, notification notamment. j'appelle de Sankourougou.
ma question, c'est que on n'arrive pas à démarrer avec les activités, comment ça s'appelle, les fourrages et les AEPS. On a des difficultés avec les latrines. Donc on voulait poser la question pour savoir comment est-ce qu'ils comptent ici prendre dans la région. Alors, c'est une question de démarrage des AEPS. Je crois que c'est bien ce qu'elle dit. Les forages et les AEPS. On n'arrive pas à démarrer. Oui. Bon. Certainement que dans la région, jusque-là, il n'y a pas... Je vais répondre. S'il est possible de nous donner la précision de la région où les téléspectateurs appellent, ça pourrait aussi permettre une bonne réponse à cette question. Oui, oui. Bon, en attendant peut-être d'avoir une précision justement sur la région et même sur la commune. Nous, on a la liste des AEPS ici. Si vous nous dites dans quelle commune ou dans quel village, c'est souvent les communes, ça s'exécute, nous pouvons remonter la chaîne. Mais nous conseillons aux téléspectateurs de s'adresser au directeur régional qui va nous remonter l'information. Sinon, dans le bilan que nous avons ici, nous avons la liste exhaustive de tous les AEPS que nous avons commencé dans le cadre de 2016. Ils ont tous démarré. Les forages ont tous démarré. Je vous ai dit qu'on est aujourd'hui à 76% globalement d'exécution. Donc, a priori, nous n'avons pas connaissance d'une région où les activités de foration et d'AEPS n'ont pas démarré. Peut-être que c'est un cas très particulier. Peut-être aussi que c'est dans le cadre du programme 2017 dont les appels d'offres sont en cours. Alors, Monsieur le ministre, on est vraiment pris par le temps. On va peut-être tordre le cou à notre principe de départ. On va permettre au public qui est là, les 4 personnes qui n'ont pas encore posé des questions, de les poser. Et vous allez répondre en même temps justement à cette question parce qu'il nous reste juste 10 minutes. Tout le monde pose sa question. Voilà. Et puis après, vous allez répondre. Alors, on va commencer donc par Beta Yen Tendano. Madame Beta Yen Tendano, vous êtes sage-femme d'État au CMA de Bissy. Votre question, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le ministre. Et ma question, c'est concernant l'assainissement. Et face à l'insuffisance du système d'assainissement adéquat, nous remarquons que les populations déversent dans les rues des eaux usées. Et cela constitue des nids de moustiques responsables de nombreuses maladies, telles que le paludisme. Nous avons également des maladies diarrhéiques et également la dengue. Alors, au cours de ces derniers mois également, nous avons remarqué l'augmentation de façon inquiétante de l'incidence de la dengue. Et ma question, c'est de savoir comment est-ce que vous travaillez avec le département de la santé pour lutter contre ces maladies à transmission vectorielle et aussi savoir comment est-ce que vous entreprenez pour prévenir une autre épidémie dans le futur. C'est concernant la dengue, bien sûr. Mais aussi, nous remarquons que dans nos services de santé, nous faisons face à un autre problème, qui est la non-disponibilité permanente de l'eau. Alors que nous savons que le simple lavage des mains constitue la première étape des mesures prises pour la prévention des infections, que nous appelons couramment la PI. Alors, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous entreprenez au niveau de votre département pour résoudre ce problème? Merci à Madame Beta Yen Tendano. La parole à présent Monsieur Jean-Christophe Yameoko. Vous êtes le président du conseil d'administration de l'association Les Mères Unies du Sahel. Votre question, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, nos actions d'animation à travers notamment la méthode information, éducation, communication nous ont montré un engouement très important au niveau des populations des quartiers périphériques des grandes villes, particulièrement la ville de Ouagadougou. Par exemple, pour une prévision de l'année 2015 et 2016, qui prévoit donc 3100 latrines, nous avons pu enregistrer près de 12 000 demandes. Alors, face à cette situation qui témoigne en réalité de l'intérêt que les populations, effectivement, de la périphérie des villes, notamment les zones non loties, ont pour les latrines, nous pensons qu'il est très important qu'effectivement, à ce niveau, il y ait des solutions
par votre ministère. À ce niveau, nous avons constaté deux problèmes essentiels. Le problème du niveau, le faible niveau de la subvention, et également le problème au niveau des ménages indigents qui n'arrivent pas à faire face à leur contrepartie. Alors, Monsieur le ministre, face à cette situation, quelle stratégie votre département peut envisager pour éventuellement permettre l'amélioration de la satisfaction de la demande à ce niveau? Nous Merci, avons monsieur. également, nous pensons que en ce qui concerne donc l'approche ATPC, qui concerne donc la situation qui permet effectivement aux communautés de prendre en charge l'intervention au niveau de la fabrication, de l'installation des latrines familiales. Nous avons pensé que des actions fortes au niveau donc de cet assainissement total porté par les communautés ACTP, cette approche, des actions fortes au niveau de la mise en œuvre de cette approche peut permettre effectivement de résoudre ce type de questions. Merci, monsieur. Merci, monsieur Yameogo. Vous passez le micro à monsieur Ferdinand Kaboré. Il est de l'association d'Akupa. Votre question, s'il vous plaît, monsieur Kaboré. Merci. Ma question est en rapport avec les objectifs durables de développement, dont la date butoir est 2030. On sait qu'en fait, en 2015, par rapport aux OMD, nous étions toujours loin en fait, des objectifs, surtout en matière d'assainissement. J'aimerais savoir, monsieur le ministre, quelles sont les mesures entreprises pour nous rassurer qu'on pourra assurer en fait, l'accès durable à tous les Burkinabés en matière d'eau et d'assainissement? Merci, monsieur Kaboré de l'association d'Akupa. Et pour terminer, monsieur Seydou Ouedraogo, vous êtes secrétaire exécutif du cadre de concertation des ONG actives en éducation de base. Votre question concerne donc l'assainissement dans le secteur de l'éducation. Allez-y. Oui, merci. Je me permettrai un petit commentaire d'abord. Pendant toute la discussion, je n'ai pas eu le sentiment que la question de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est considérée comme un droit. Parce que le ministre l'a dit, ils réagissent sur des demandes. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on n'oublie pas un peu la responsabilité constitutionnelle de l'État de servir ces droits-là à tous les citoyens? Ensuite, c'est de demander, il l'a dit également, au niveau de l'école, la question de l'eau et de l'assainissement est une priorité. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut nous dire à peu près quel est le taux de couverture en milieu scolaire en matière d'eau et d'assainissement? Et enfin, c'est un appel que je veux lancer. J'imagine que ce taux est assez bas. En tout cas, il n'est pas à 100%. Et pour moi, il est urgent de mettre l'accent sur la mise à disposition de latrines et d'eau potable dans les écoles pour plusieurs raisons. Le ministre l'a dit, on apprend très jeune. Et si on n'a pas appris à ce moment-là, il y a de fortes chances qu'on grandisse sans véritablement intégrer ces réflexes. Ensuite, il y a les cantines. Les enfants mangent, s'il n'y a pas d'eau potable, comment ils se lavent les mains, comment les plats sont entretenus. Et pire, il y a des filles dans les écoles qui ont besoin de latrines, quelquefois séparées au mieux, séparées en tout cas, et d'eau, parce qu'elles ne sont pas dans les mêmes conditions que les garçons. Il y a des filles, nous avons des cas où des filles ont abandonné parce que chaque mois, à la période de leurs règles, elles sont obligées de rentrer à la maison parce qu'elles ne peuvent pas se nettoyer proprement et retourner en classe. Donc pour toutes ces raisons, je crois qu'il y a urgence à véritablement avoir un programme spécifique en matière d'eau et de latrines, enfin d'assainissement en milieu scolaire. Et maintenant, la dernière question, je reviens, quel est le dispositif qui existe entre le ministère de l'eau et celui de l'éducation pour justement assurer un suivi régulier de ce qui se fait en matière d'eau et d'assainissement? Monsieur le ministre, vous aurez 3 minutes pour répondre à ces questions. Attendez. On est en fin d'émission. Oui. Ok. Bon, Vous avez la parole. No comment.
Bon, ok. Je ne vais pas reprendre les questions. Pour ce qui est donc de l'assainissement au niveau donc des centres de santé, je vais coupler certaines réponses et puis au niveau des centres de santé et au niveau des écoles, je retourne la question et je retourne l'appel. Le ministère de l'eau et de l'assainissement est disposé, accorde la priorité de réalisation de ces ouvrages. Il y a un maire dedans. Il peut arriver 2 cas. Madame, je ne sais pas si elle est dans la ville de Ouara ou si c'est un milieu rural. Quand c'est dans la ville de Ouara, a priori, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas d'eau. Elle est au segment de Pissi. En Pissi, oui. Il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas d'eau, sauf si c'est tout le quartier qui n'a pas d'eau. Et si c'est spécifiquement chez vous qu'il n'y a pas d'eau, interpellez-nous. Nous venons régler ça en urgence. Parce que sinon, c'est aberrant. Voilà, ça, je suis totalement d'accord. On est prêt à recevoir l'appel pour voir. Mais si c'est tout le quartier qui n'a pas d'eau, c'est compliqué. Ça reviendra donc à vous fournir un système autonome, notamment par un forage. Voilà, donc ça, c'est rapidement ça. Sinon, c'est une préoccupation. Justement, pour les écoles, le MENA, enfin, le ministre de l'Éducation nationale et moi, nous recevons chaque année, bon, je ne vais pas avoir la prétention d'avoir les chiffres, mais vous savez, c'est un entretien qui devrait avoir une suite. Hein? Il y a des personnes ici à qui j'ai dit non, faites-moi ceci. Je suis disposé, donc sinon ça n'a pas d'intérêt. Chaque année, le MENA nous fait la liste de ces écoles sans eau ou sans latrine et nous réalisons. Rassurez-vous aussi, les latrines sont séparées. C'est toujours... c'est pas... Enfin, comment je dis ça encore? Il y a garçons et il y a filles. C'est obligé, c'est totalement obligé. Et les... Comment vous appelez ça encore? Ouais, les nouvelles écoles, il y a un nom pour ça. Non, le complexe, c'est le complexe scolaire. Les complexes scolaires aujourd'hui, la condition de l'approvisionnement en eau est obligatoire. C'est comme le logement. Voilà. Maintenant, c'est à nous de voir. Parce que des fois, on ne peut pas trouver un forage dans l'école. Voilà. Mais s'il y a un AEPS, on les alimente. C'est la seule difficulté. Sinon, tout ce que vous avez dit est tellement pertinent qu'on ne peut même pas revenir dessus. Et donc, c'est ça. Hein. Chaque année, nous recevons la liste. Et dès qu'il y a un nouveau complexe, ils intègrent ça carrément même dans le financement donc, du complexe. Pour ce qui est de la TPC, je vois que c'est une question de professionnel. Vous savez, c'est compliqué. Tout simplement, dans les approches, c'est un essai qui peut évoluer. Et nous, je crois qu'on est tous ensemble pour pouvoir faire évoluer. Il peut y avoir des cas précis qu'on traite aussi de façon précise. Mais vous connaissez aussi les mentalités dans nos pays. Dès que vous dites que vous les faites totalement gratuitement, tout le monde est indigent. Voilà. Deuxièmement, il faudrait qu'on ait l'engagement de l'entretien de la latrine. Une latrine mal entretenue, à la limite, ça ne sert à rien. Ce que tu devais faire dehors, tu vas le faire chez toi et ça va donner le même résultat. Donc je suis d'accord, je suis totalement d'accord, parce qu'il se trouve que la contribution, parce que la contribution en gros c'est quoi? C'est la fosse. La fosse, ça c'est la main d'œuvre, on peut la creuser. Puis il faut construire, etc., etc. Sinon, on est d'accord qu'il faut revoir ça et nous sommes prêts. La TPC, c'est relativement récent. Je crois qu'on est prêt à faire une évaluation et dans le cadre donc, du dialogue sectoriel avec les partenaires, c'est des questions qu'on peut aborder pour évoluer. Parce que vous êtes plus sur le terrain que nous. Tout ce que vous avez dit est juste. Effectivement, au niveau des quartiers périphériques à Ouaka, il y a un fort engouement. Voilà, il faudrait qu'on regarde ensemble parce que ça participe aussi à la couverture. Parce que si, c'est comme Madame l'a dit tout à l'heure, il faut bien qu'on dépense donc les sommes qui sont allouées à ça. Les ménages indigents, j'ai dit, et les ODD. Oui, les ODD, la question aussi, les ODD, c'est là. Les ODD, d'abord les OMD. Les OMD, acceptez que le Burkina a été félicité pour donc l'atteinte des OMD au niveau de l'eau potable en milieu urbain. On est à 65%, entre une cible de 60%, je crois. Mais en assainissement, non, on n'est pas allé loin, on est à 12%. Mais je l'ai souvent dit, on ne doit pas se comparer aux mauvais élèves. Mais dans la sous-région, on est pratiquement deuxième. Et en Afrique,
je n'aime pas citer les noms des pays, il y a 1 ou 2 pays qui ont pu atteindre même 30%. Je ne vais pas citer les noms, ce n'est pas décent. Mais maintenant, au niveau des ODD, quels sont les engagements? Il y a 2 engagements. Déjà, c'est les budgets alloués. Parce qu'effectivement, les budgets ont été pratiquement multipliés par 3. Ça, c'est un premier engagement. Le deuxième engagement, c'est les espaces. Un exemple simple. Au niveau du ministère de l'eau et de l'assainissement, nous étions seulement déconcentrés en région. Aujourd'hui, l'organigramme du ministère nous déconcentre jusqu'au niveau des provinces. Et nous avons l'intention de mettre un point focal dans chaque commune. Si nous arrivons à mettre ça en place, nous pensons qu'au niveau de l'assainissement, on donne plus de chances, en tout cas, d'être plus proche des populations, de répondre plus directement à leurs besoins. Voilà un peu quelques innovations dans le cadre de l'atteinte des ODD. Le droit, attendez, juste le droit. Vous savez, le fait d'avoir inscrit l'accès à l'eau et à l'assainissement dans le droit du Burkina comme on appelle ça, un droit faisant partie des droits humains, a été applaudi au plan international. Et à partir du moment où c'est dans la Constitution, c'est la loi fondamentale, nous avons effectivement cette obligation. On s'entoure uniquement des conditions de durabilité. Je ne peux plus donner deux. Je donne juste un exemple. Quand nous faisons le recensement, quand nous faisons le point de l'accès à l'eau, nous orientons nos investissements vers les zones où il y a un faible accès à l'eau. Actuellement, je peux vous le dire, c'est la zone du Moun, c'est la zone un peu des hauts bassins, etc., etc. Et je n'ai pas les chiffres. Nous, par exemple, cette année, plus de 4 projets totalement orientés vers ces zones-là. C'est pour donner plus d'opportunités d'augmentation du taux d'accès dans les services. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci au public aussi qui a fait le déplacement de ce studio. Nous tenons à nous excuser auprès des téléspectateurs et internautes qui ont dû poster leurs messages et qui ont appelé au téléphone, mais qui n'ont malheureusement pas pu entendre leur voix, dû au fait que nous avions des difficultés techniques ce soir. Nous en excusons et nous prenons rendez-vous pour les prochaines fois. Merci à tous, toute l'équipe technique et Paul, Mickey, Ramba et moi. Merci. Nous avons été très heureux de vous servir ce soir. Bonne suite de programme.